Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une filiale d'Alstom condamnée à une amende record de 10 000 € par salarié pour avoir exposé son personnel à l'amiante. Un jugement accueilli par des applaudissements et qui pourrait faire jurisprudence. La rentrée des classes s'est déroulée sans accroc majeur pour 12 400 000 élèves. L'école privée affiche encore complet, 25 000 demandes restent non satisfaites. Le géant des airs, l'Airbus A380, a effectué son premier vol avec des passagers, des employés d'Airbus, tous volontaires. Ils se disent impressionnés par l'espace et le silence dans l'avion. Avec nous en duplex de Toulouse, le chef pilote Jacques Rozet qui était aux commandes. Face à l'envolée des prix du pétrole, la France renoue avec son charbon. Une mine à ciel ouvert sera exploitée dans la Nièvre. Le projet provoque une levée de boucliers des riverains. Il y aura bien une présence arabe au sein de la FINUL, la force de l'ONU au Liban. Le Qatar annonce l'envoi de 200 à 300 soldats. Côté français, les chars Leclerc ont pris la route pour aller embarquer à Toulon. Enfin, Jean Reno de retour au théâtre pour une pièce sur les relations d'un couple divorcé, les grandes occasions. Jean Reno qui est notre invité, bonsoir et à tout à l'heure. Cela fait des années que des procès sont engagés contre les dommages ou les risques de l'amiante, mais celui-ci fera sans doute date. La société Alstom Power Boilers, qui fabriquait des chaudières, a donc été très sévèrement condamnée. 10 000 € pour chacun des 150 salariés, même s'ils ne sont pas malades. C'est la mise en danger qui est en cause pour la première fois. L'entreprise devra également payer 75 000 € d'amende. Sur place à Lille, Marianne Mas, Dominique Mas. C'est une condamnation exemplaire que vient de prononcer le tribunal de Lille. 75 000 € d'amende pour la société Alstom, c'est la peine maximale, plus 10 000 € de dommages à payer aux 150 anciens salariés partie civile. Un jugement accueilli par des applaudissements à l'audience. C'est nous les victimes, c'est nous qui avons absorbé de l'amiante. Une victime de l'amiante, c'est moyenne de vie 62 ans. Vous voyez, c'est la joie un petit peu ici. Ils feront peut-être appel, peut-être, mais ils ont quand même été jugés coupables. Et c'est déjà bien. Coupable d'avoir mis en danger la vie de ses salariés sur le site de Lys-les-Lannoy près de Lille, en les exposant à l'amiante entre 1998 et 2001, alors que celle-ci était interdite. Un an plus tard, 40 tonnes d'amiante seront retirées du site au moment de son désamiantage. Le patron de l'époque, Bernard Gomez, écope lui de 9 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. Monsieur Gomez est évidemment en désaccord avec la décision qui a été prise. Il a l'intention de faire appel. Je ne peux pas faire plus de commentaires puisqu'en l'absence de copie de la décision, je ne peux pas critiquer une motivation que je n'ai pas eu le temps d'étudier. Pour les parties civiles, c'est un procès qui fera date. Pour la première fois, un tribunal a sanctionné une prise de risque d'un industriel. Le tribunal estime que le seul fait d'avoir mis en danger des salariés, alors qu'on avait conscience du danger, en infraction par rapport au Code du travail, est déjà générateur d'un préjudice pour les personnes qui ont été exposées. Donc je crois que ça, c'est une nouveauté extrêmement importante. Jusqu'à présent, pour obtenir une réparation, il fallait un préjudice. Dans le cas de l'amiante, seuls des malades déclarés pouvaient obtenir des dommages et intérêts payés par l'assurance maladie. Avec ce jugement du tribunal de Lille, c'est l'industriel qui est condamné à payer ces dommages et intérêts aux salariés par le simple fait de les avoir exposés au danger de l'amiante. On est dans une forme de droit préventif, dissuasif, pour d'autres industriels qui ne respecteraient pas le droit du travail et de l'environnement. La rentrée, cette fois, c'était la vraie, l'officielle. Tous les élèves ont désormais repris le chemin de la classe. Ils sont 12 400 000 pour cette saison 2006-2007. Écoles, collèges et lycées confondus. C'est légèrement plus que l'an passé, plus 0,1%. Cette année, il y a beaucoup de nouveautés, tant pour les enseignants que pour les élèves, et notamment le retour de la bonne vieille note de conduite pour les collégiens. Juliette Delage, Régis Maté. Main dans la main pour se donner du courage, mais ça ne marche pas toujours. Pour les petits comme pour les grands, l'été n'est plus qu'un souvenir. Oui, j'adore les vacances. Et l'école ? Au programme de cette rentrée, les bonnes résolutions, grammaire, calcul et d'abord savoir lire. Le ministre a même demandé qu'on revienne à la méthode syllabique, mais certains profs coincent sur le b.a.-ba. Je n'ai jamais de mémoire vu un enseignant appliquer ou du global pur ou du syllabique pur. Il y a une sensibilité qui fait qu'à un moment, la méthode évolue légèrement en fonction de l'évolution de l'enfant et de son évolution dans son apprentissage. À Lyon, pas de cours, journée découverte dans ce collège classé ambition réussite. On me dit toujours maîtresse, 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 maintenant on va dire prof après. Ça qui m'embête.
Les 6e se familiarisent avec les locaux, les profs et les nouveautés de la rentrée. Tous les trimestres, vous allez avoir une note, au même titre que les maths, au même titre que le français, au même titre que l'anglais, et qui sera une note de vie scolaire. Une note de vie scolaire qui sanctionnera le comportement des élèves en fonction de plusieurs critères. L'assiduité, des élèves qui sont absents, bien entendu, seront pénalisés au niveau de la vie scolaire. Les retards, déjà, ça c'est déjà deux critères qui nous sont importants, parce qu'on ne peut pas faire son métier de collégien si on ne vient pas. Et puis après, bien entendu, c'est le respect des autres. Message reçu. Bien se comporter, bien travailler, il ne faut pas se bagarrer. Non, et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir une bonne note? De ne pas taper les gens et d'être respectueux. Ça, c'est ce que tu comptes faire? Ouais. Ashraf Kelly. Enfin, dans 249 collèges et 1600 écoles sensibles, 1000 nouveaux professeurs référents, des assistants pédagogiques et des infirmières scolaires viendront prêter main forte à leurs collègues pour lutter contre l'échec scolaire. Autre indication de cette rentrée, mais ça n'est pas une nouveauté cette fois, l'enseignement privé refuse du monde. Les demandes d'inscription sont trop nombreuses, 25 000 n'ont pas été satisfaites cette année encore. À Paris, reportage Laetitia Legendre, Nicolas Rançon. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. C'est la maman de Marie-Noël. Un accueil personnalisé. Allez-y, t'as passé de bonnes vacances? T'es en forme pour la rentrée? Ouais. On dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Un petit rappel à l'ordre et à la politesse. Jérémy Lalou. À Notre-Dame de France, collège privé parisien, Héloïse Lalou. on ne badine pas avec l'autorité. Et c'est bien ce que viennent chercher ici les parents de ces élèves de 6e. On connaît son dossier, on connaît l'enfant. Et je ne pense pas que ce service soit assuré aujourd'hui, hélas, dans l'enseignement public. Il y a des enfants de toutes religions, donc ça c'est quand même important. Et puis il y a tous les milieux. Je ne suis pas riche. Nous économisons beaucoup pour nos deux enfants. Avec 100% de réussite l'an dernier au baccalauréat, l'établissement recherche l'excellence. Même si ici ce n'est pas forcément le niveau qui compte, mais l'envie d'apprendre. Vous ne venez pas au collège pour travailler. Vous venez en collège pour réussir. Et c'est très différent. Cette année, dans le privé, 19% des élèves font leur rentrée, alors qu'ils n'étaient que 17% il y a 4 ans. Ils sont donc 2 millions cette année à abandonner le public, principalement dans le secteur secondaire. Piercing, brassière découvrant le nombril, jeans déchirés ou pantalons baggy sont également à proscrire. C'est un petit peu strict, mais ça permet de faire une bonne année, donc voilà. Dans le public, ils font tout le temps la grève. Pourquoi t'es venue dans le privé, toi? Est-ce que c'est toi qui as choisi? Non, c'est mes parents. Et je sais pas du tout pourquoi ils ont choisi. Victime de son succès, l'enseignement catholique aurait refusé pour cette rentrée 25 000 demandes de parents d'élèves. Peur de la violence, refus de la carte scolaire, avec cette année l'effet CPE. Je pense effectivement que les grèves de l'an dernier n'ont sûrement pas rendu service à l'enseignement public. Difficile d'ouvrir de nouvelles classes, car c'est l'État qui gère le nombre d'enseignants dans le privé, et donc le nombre d'élèves accueillis. Aux parents de s'armer de patience et d'être surtout prévoyants, ils doivent s'inscrire parfois dès la Toussaint pour espérer trouver une place pour la rentrée prochaine. Et puis cette rentrée avait une tonalité particulière car elle intervient après la circulaire Sarkozy sur les familles sans papier qui ont des enfants scolarisés. Moins d'un quart, vous le savez, ont été régularisés. Les autres restent dans la clandestinité. Les enfants ont bien effectué leur retour en classe aujourd'hui avec une certaine appréhension. À Aubervilliers, Yasmina Farber, Édouard Perrin. 3e rentrée des classes pour la famille Boukari. Des Marocains sans papier arrivés en France en 2001. Le père parle un peu français, la mère pas du tout. L'aîné des 3 enfants, Abderrahmane, est scolarisé depuis 3 ans. Il sait qu'il n'est pas un écolier comme les autres. Je veux la France, je ne veux pas quitter. Je veux rester ici. Le père d'Abderrahmane a peur de se montrer. Il pensait remplir tous les critères pour être régularisé. En 15 jours, il a eu la réponse. La préfecture l'invite à rentrer au Maroc. J'allais à la poste, je cherchais, recommandé, voilà. Après, il y a des surprises, voilà. Regarde, il faut quitter, ça a été ça. Et quels sont les motifs? Il n'y a rien, motif. Il n'y a rien marqué motif ici. La famille Boukari redoute l'expulsion car les autorités ont désormais leur adresse. Mais aujourd'hui, Abderrahmane retrouve tranquillement le chemin de l'école. Comme lui, 17 élèves n'ont pas de papier. Oui, madame, c'est pour les enfants qui risquent d'être expulsés parce qu'ils n'ont pas de papier.
Sa famille s'est déjà fait connaître auprès du service de la préfecture pour pouvoir être régularisé. C'est vraiment quelqu'un qui répond à tous les critères. Donc on se demande comment les dossiers sont traités. En cas d'intervention policière, l'équipe des enseignants de cette école d'Aubervilliers promet de s'opposer à toute expulsion d'enfants. Et à noter qu'en ce jour de rentrée, la comédienne Josiane Balasco ou encore l'ancien athlète Stéphane Diagana sont venus à Limoges soutenir 43 sans-papiers grévistes de la faim. Ils sont de nationalité guinéenne et algérienne et entament leur 5e semaine de jeûne. La création d'un collectif de soutien est en cours. Il réunirait d'autres personnalités du spectacle ou du sport. C'est une nouvelle étape qui a été franchie aujourd'hui par le géant des airs, l'A380. Il a effectué son premier vol en configuration commerciale, c'est-à-dire avec des passagers. C'est une tradition chez Airbus. Ce sont des salariés qui ont servi de cobayes, entre guillemets, pour tester l'aménagement des cabines, climatisation, vidéo, distribution des plateaux. Verdict à la sortie, l'avion est plébiscité, notamment pour l'espace intérieur et le silence. Sur place à Toulouse, Muriel Lassaga, Olivier Combe. 6 minutes d'avance sur l'horaire prévu. En fin d'après-midi, l'A380 se pose comme une fleur. Déjà la fin du voyage pour ses premiers passagers. 469 au total, tous enthousiastes, visiblement comblés. Vous l'avez fait? Eh oui, c'est fait. C'était génial. Attendez. Superbe avion. Pourquoi génial? Parce qu'il est bien équipé, il est beau, il est grand, il est spacieux. Et les gens nous ont laissé les places qu'ils avaient en first, on a allongé les sièges, tout ça, on a tout testé, c'était super. Vous avez testé la position allongée? On a testé la position allongée, ah, c'est génial, c'est génial. Et puis c'est un avion qui est très calme, très très calme. On est dans un environnement, on n'a pas l'impression qu'on est plus de 400 dans cet avion-là. Et voici donc pour la première fois à quoi ressemble la classe économique de l'A380. Et puis la classe affaires. À bord, les passagers ont testé les jeux vidéo, l'éclairage, la climatisation et ont même apprécié petits fours et armagnac servis en digestif. Les critiques des salariés d'Airbus sont rares, parfois même presque futiles. Des petits détails, oui. Des petits détails pratiques, qu'est-ce que j'ai mis? Il avait du mal à tirer dans les toilettes les papiers, enfin c'est vraiment que des détails pratiques de cet ordre-là. 7 heures de vol au-dessus de la Sardaigne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Espagne. Pour le commandant de bord et le copilote, pas de grands changements, à part une question d'atmosphère. Il y a tout le monde, alors ça change l'ambiance un peu, quoi. Et ça a marché très très bien, beaucoup mieux qu'on pourrait espérer avant le vol. En tout, 4 vols auront lieu cette semaine. Une toute dernière étape avant la livraison du premier A380 à la compagnie Singapore Airlines. Normalement, avant la fin de l'année. Et je me tourne maintenant vers le commandant Jacques Rozet qu'on a aperçu dans ce reportage. Vous étiez aux commandes donc de l'appareil pour ce premier vol habité comme on dit. Qu'avez-vous appris ou qu'avez-vous ressenti de nouveau lors de ce vol? Techniquement, c'était un des vols les plus faciles que nous ayons à faire depuis le début de la campagne d'essai, parce qu'il n'y avait pas de manœuvre d'essai particulière, donc c'était un vol très simple. Il se trouve que l'avion a fonctionné parfaitement, donc techniquement encore aucun souci. En revanche, c'était le premier vol avec des passagers d'Airbus, donc qui ont travaillé depuis, pour certains, une dizaine d'années sur ce programme, donc il y avait un peu d'émotion, parce que pour eux c'était un aboutissement, et je crois qu'ils ont été particulièrement heureux de voler sur cet avion. Ils ont beaucoup apprécié le confort de la cabine. Et je précise qu'on vous voit vous-même dans le cockpit de l'Airbus A380 dans lequel vous avez effectué ce vol. Je vous ai entendu dire également, j'ai lu une déclaration où vous disiez pour le service, pour l'espace, c'est formidable, on est comme au restaurant. Pourquoi ? Oui, il se trouve que nous étions 3 pilotes en fait, donc à l'heure du déjeuner j'ai pu monter au pont supérieur, déjeuner avec des amis en classe affaires, et ce qui m'a frappé c'est que c'est tellement silencieux qu'on n'a pas l'impression d'être dans un avion. Vous voyez, l'ambiance sonore qu'on ressent, c'est un peu celle qu'on ressent dans un bon restaurant où on chuchote, on entend des bruits de fourchette, mais pas le bruit de fond qu'on a dans les avions habituellement. Et ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose de très nouveau qu'apporte cet avion. Vous dites qu'il y a 0 défaut dans la cuirasse, vous avez un plaisir particulier à commander, à piloter cet avion?
C'est un vrai bonheur de piloter cet avion. Depuis le début des essais en vol, il nous apporte que des satisfactions techniques. C'est un excellent avion, on l'a testé sous toutes ses coutures. Là, maintenant on arrive à la phase finale de la certification et techniquement c'est vraiment le plus bel avion qui m'ait jamais été donné de piloter. Alors justement, on en est où des tests? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a fait toute la mise au point, le développement, la mise au point, tout ça c'est fait. Maintenant on est dans la phase de la certification, c'est-à-dire la démonstration que l'avion est capable de transporter des passagers, d'être utilisé en ligne commerciale et ça c'est fait à peu près à 70%. Merci beaucoup Jacques Rozet d'avoir répondu à nos questions en direct de Toulouse dans l'Airbus A380. Le retour du charbon. Il y a 12 ans, la France avait décidé de l'abandonner définitivement. Trop cher, trop polluant. Mais la flambée des prix du pétrole a changé la donne. Le charbon redevient rentable. Et l'État vient de donner son feu vert pour la création et l'exploitation d'une mine à ciel ouvert dans la Nièvre. Un énorme investissement. Plusieurs centaines d'emplois seraient créés. Mais le projet est contesté par les riverains et les défenseurs de l'environnement. Reportage Yves Ginca, Damien Louvet. Les gueules noires qui descendent au fond. Une image aujourd'hui disparue. En 2004, la dernière mine de charbon française a fermé. Pas assez rentable. 2 ans plus tard, le cours du pétrole s'envole. Du coup, le charbon redevient intéressant. Et le plus grand gisement est notamment ici, sous ce champ, à Lucenay, au sud de Nevers. 250 millions de tonnes enfouies sous terre. Les échantillons sont précieusement conservés dans cette commune des environs. Voilà le trésor caché. Voilà. Dans ces caisses, pratiquement de l'or en barre. Le gisement est tout à fait exceptionnel. Eh bien voilà, le charbon de Lucenay, une carotte de charbon, donc un charbon d'une très grande qualité, puisqu'on peut le voir rien que par son poids, très léger. Ce charbon intéresse les industriels. Une manne inespérée pour la région. Nous souhaitons que ce projet voie le jour parce qu'il va permettre la création de nombreux emplois. Il va surtout induire également une activité soutenue dans toute la région. Un projet colossal, plus d'1 milliard d'euros d'investissement. D'abord, il s'agit de creuser une mine à ciel ouvert. Les déchets sont transportés sur tapis roulant. Le charbon, à son tour, est conduit dans une centrale électrique construite juste à côté. De quoi produire 1% de l'électricité nationale chaque année. Un projet qui suscite l'opposition des riverains, en témoignent ces pancartes. Pour cet éleveur, c'est une catastrophe. Il s'inquiète des conséquences sur l'environnement. Les conséquences directes, déjà, c'est toutes les poussières qui risquent d'être émises au moment de l'extraction du charbon, qui vont donc être volatilisées. Et puis après, on ne sait pas exactement ce qui va sortir de la cheminée. Alors, quelles répercussions sur la santé humaine, sur la santé animale? Un faux débat selon les porteurs du projet. Ils expliquent qu'aujourd'hui, les méthodes d'exploitation ont considérablement évolué. On sera en dessous des seuils fixés par les normes européennes qui eux-mêmes sont très inférieurs à ceux que nous avons pu connaître par le passé. Donc on sera à des seuils d'émissions extrêmement bas qui excluent tout risque pour la santé. Pas de retombées directes, mais un rejet massif de CO2 dans l'atmosphère. Le prix à payer pour 35 ans de production d'électricité. À l'étranger, un espoir pour Stéphane L'Herbier, ce Français emprisonné en Iran depuis 9 mois car il pratiquait la pêche sous-marine dans les eaux territoriales. Lors de sa visite à Téhéran, Jack Lang a pu le rencontrer dans sa prison. Kofi Annan lui-même serait intervenu. Son épouse commence à croire à une prochaine libération. Christelle Bertrand avec Thierry Thuillier et Frédéric Bonne. Stéphane L'Herbier est toujours détenu en Iran. En janvier dernier, le Français a été condamné à 18 mois de prison pour être entré illégalement dans les eaux territoriales du pays. Ses excuses n'ont pas fait plier les autorités iraniennes, mais son cas a ému la classe politique française. Samedi soir, Jack Lang a demandé au secrétaire général de l'ONU de plaider la cause de Stéphane L'Herbier auprès du président iranien. Hier, pendant 20 minutes, le député a exceptionnellement eu l'autorisation de rencontrer le Français dans sa prison. Il me paraît être en bonne forme, physique et psychologique, désireux évidemment de quitter au plus tôt cette prison, puisqu'il se considère comme innocent. À bord de ce bateau, le skipper français et un touriste allemand partent des côtes des Émirats pour une partie de pêche au gros. Ils arrivent près de l'île d'Abou Moussa, qui est au cœur d'un contentieux entre l'Iran et les Émirats. L'Iran estime alors que le Français est entré illégalement dans ses eaux territoriales. Depuis son arrestation, sa femme se bat pour le faire libérer. Elle a bon espoir de le revoir bientôt.
samedi aura lieu une des plus grandes fêtes religieuses pour l'islam chiite. Et traditionnellement, à cette occasion, il relâche énormément de prisonniers. Malgré quelques signes de détente, la grâce iranienne est encore incertaine. Toujours à l'étranger, une attaque terroriste en Jordanie, à Amman. Ce sont en tout cas les termes attaque terroriste employés par le gouvernement lui-même après la fusillade qui s'est produite aujourd'hui. Un homme a ouvert le feu sur un groupe de touristes dans le centre de la ville. Il a tué un Britannique et blessé 5 autres personnes. Les autorités n'excluent pas toutefois le geste d'un déséquilibré. Les renforts au Liban, sachez d'abord qu'il y aura bien une présence arabe au sein de la force de l'ONU puisque le Qatar annonce l'envoi de 200 à 300 soldats. Côté français, les Charles Leclerc ont quitté leur régiment dans le Loiret pour embarquer sur un train spécial et rejoindre le port de Toulon. Il s'agit tout de même d'engins de 54 tonnes chacun. C'est un spectacle pour la population. Sophie Rodier, Catherine Juste. 13 chars, une colonne ininterrompue de 250 mètres d'acier. Même à Orléans, ça impressionne. Ces Charles Leclerc ont quitté cet après-midi le 6-12e régiment de cuirassiers d'Olivet, direction Beyrouth au Liban. Vitesse 30 km/h par mesure de sécurité, mais ce fleuron de l'armée française peut atteindre les 80 km/h. Évidemment, la route souffre un peu sous les chenilles de ces monstres de 54 tonnes. Donc les pilotes, vous obéissez à votre guideur et uniquement à votre guideur. À la gare de Saint-Cyr-en-Val, un train spécial les attend pour les embarquer jusqu'à Toulon. Un par un, avec précaution, les blindés sont montés sur les wagons. Pour ce soldat de 22 ans, c'est la première mission à l'étranger. Vous vous sentez en confiance dans ce char? Ah oui, tout à fait. C'est le meilleur char du monde. Le meilleur char du monde peut être bien. Le Leclerc, bourré d'électronique, peut se battre de jour comme de nuit et par tous les temps. Au Liban, la France a voulu une force musclée pour être capable de résister presque à tout, rassurant pour les curieux. C'est émouvant, c'est aussi, ça fait un peu partie de tous nos enfants qui partent dans un lieu comme le Liban, où c'est pas très fiable. Jamais encore ce char surpuissant n'a porté les couleurs d'une mission de l'ONU. Cette force de frappe française sera acheminée par bateau et devrait arriver au Liban le 15 septembre. Encore un mot à l'étranger pour vous dire que l'Espagne a enregistré un nouveau record d'affluence d'immigrés clandestins ce week-end. Près de 1500 personnes ont débarqué sur les côtes des Canaries. Le choc des images ici à Tenerife où les pirogues, les bateaux ont accosté à quelques dizaines de mètres d'une fête foraine. Selon les sondages, l'immigration clandestine, marquée par ces arrivées massives aux Canaries, est devenue la première préoccupation des Espagnols qui ne cessent de demander l'aide de la communauté européenne. En France, la commémoration du drame de l'Haÿ-les-Roses, l'incendie d'un immeuble d'habitation accueillant des familles modestes, avait fait 18 morts. C'était il y a un an tout juste. Une cérémonie était organisée sur place. L'incendie avait marqué les esprits car il était parti d'un feu de boîte aux lettres allumé par un groupe de jeunes filles qui souhaitaient se venger après une querelle d'adolescentes et qui n'avaient pas imaginé un seul instant les conséquences possibles de leurs actes. Et voilà qui nous amène à une expérience en cours pour faire face à ce qu'on appelle la petite délinquance des mineurs, caillassage, graffiti, dégradation. Les juges peinent à trouver une sanction adéquate. Eh bien à Lens, les fauteurs de troubles sont condamnés, entre guillemets, à se rendre compte des dégâts occasionnés. Pendant 4 jours, ils rencontrent des policiers, des pompiers, se rendent dans les entreprises. Une leçon de civisme pour tenter de les responsabiliser. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anouk Burel et Ziden Berkous. C'est la première fois qu'il regarde avec tant d'attention l'état des boîtes aux lettres dans une cage d'escalier. Romain est l'un des 8 adolescents convoqués à un stage de citoyenneté. Est-ce que vous habiteriez ici? Non. Non, pourquoi? C'est dégradé. L'un a caillassé une voiture de police. 2 autres ont insulté leur professeur. Tous ont entre 13 et 15 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, une entrée d'immeuble comme celle-là? Une prison. La saleté, les tags, les consos. Il y en a, ils pensent que c'est amusant alors qu'en fait c'est dégradant. Mais en même temps, c'est pas la première fois que tu le vois, ça. Non, mais c'est clair que moi je me vois pas vivre là-dedans avec mes parents, quoi. Pour guider le groupe, il y a entre autres la responsable de l'entretien et le gardien, fiers de leur montrer une cage d'escalier toute propre quelques blocs plus loin.
Féliciter les gens qui sont ici. Ah, faut féliciter les gens qui sont ici. Ah bah ouais. La démonstration a l'air de les convaincre. C'est l'un des objectifs du stage. Ils nous disent bonjour, ils nous disent au revoir, donc c'est déjà une première approche. C'est le bonheur. Merci, parce que nous, ils nous font du dégomme, ils nous disent bonjour quand même. C'est vrai, ils sont plus bêtes que méchants, hein, finalement. Malgré les apparences, ce stage n'est pas une visite de courtoisie. C'est une sanction pénale décidée par un tribunal. C'est d'abord une sanction. Il n'y a pas de défaillance acceptée et en cas de défaillance ou d'absence d'assiduité au stage, c'est le retour à la case répressive, c'est le retour à la case tribunal. Suite du stage à la caserne de pompiers. Pendant 4 jours, ces jeunes délinquants vont apprendre que leurs actes ont des conséquences et qu'ils en sont responsables, ce à quoi ils n'avaient pas forcément pensé. Au début, vous semblez maîtriser le feu, vous vous dites voilà, c'est dans des proportions qui me semblent maîtrisables, il suffit que je mette le pied dessus ou que je balance une bouteille d'eau. Et souvent, on ne distingue pas le moment où ça devient complètement immaîtrisable. L'un d'entre eux est particulièrement attentif. Il avait mis le feu à une poubelle. Ça me fait réfléchir. Ça te fait réfléchir à quoi, par exemple? Bah, à mon truc que j'ai fait. Non, je vais pas le refaire. Tu n'avais pas réfléchi avant, en fait? Non, j'ai pas réfléchi. Ils disent plein du... À leur âge, les exercices impressionnent plus que les discours. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le faux accident de la route de leurs copains en glace quelques-uns. Dans les films, c'est pas long, ça va plus vite, mais là, non. Ça se peut qu'il reste, qu'il meurt, qu'il survit pas. Ça fait peur quand même. En vrai, si c'est vrai, ça ferait peur. Preuve pour les éducateurs qui les accompagnent que ce stage est une réponse adéquate pour ces tout jeunes délinquants. 80% des jeunes ne voient le juge des enfants qu'une seule fois dans leur vie. Ça veut dire que la première réponse a été suffisante, 1, pour qu'eux, ils considèrent qu'ils ont une responsabilité dans la société, et 2, pour que les parents soient mobilisés aussi. Dernier rendez-vous de la journée à l'hôtel de police, dans la salle des empreintes. Certains d'entre eux sont déjà passés par là. Vous êtes fichés dans la machine, et pour 25 ans. Ça, faut bien comprendre. Faut bien comprendre. Si vous refaites une bêtise, là, il n'y a pas de souci, on vous retrouve tout de suite. Hein. Je savais pas que c'était si longtemps, quoi. Si 25 ans, je savais pas. Je croyais que c'était jusqu'à la majorité. Ce stage est une nouvelle expérience. Depuis 3 mois, aucun de ces jeunes délinquants n'a eu à nouveau affaire à la justice. Justice et politique, cette fois, on l'a appris en fin d'après-midi, le président socialiste du Conseil régional d'Île-de-France, Jean Pauluchon, est renvoyé en correctionnel. Il devra répondre de prise illégale d'intérêt liée notamment à un emploi fictif présumé de son épouse. Lionel Jospin fait un pas de plus vers sa candidature à la présidentielle. Je sais que je suis capable d'assumer la charge de chef de l'État dans un monde extraordinairement incertain et inquiétant, a-t-il déclaré sur France Inter ce matin. Mais l'ancien Premier ministre n'a pas encore donné sa réponse donc pour une candidature à l'investiture socialiste. Ce sera sans doute à la fin du mois ou au début octobre. C'est la rentrée également pour France Télévisions. Les grilles de programme étaient présentées aujourd'hui lors d'une conférence à Paris. Il y a de nouveaux rendez-vous quotidiens sur France 2 et globalement une place toujours plus grande faite à la création. Marie-Hélène Bonneau, Laurent Desbois. Des nouveaux et des anciens visages pour la rentrée 2006. Des arrivées, Stéphane Bern et son émission La Reine de France. Ce sera le mercredi soir, 22h40 sur France 2. Laurent Delahousse avec lui aussi une nouvelle émission. Un nouveau magazine qu'on retrouvera en deuxième partie de soirée qui s'appellera Un jour, une heure. Laurent Ruquier tous les jours et en plus le samedi soir. Et tous les après-midi, Jean-Luc Delarue, c'est toute une histoire. On rentre dans la vie quotidienne des gens, ça me correspond bien. On n'arrête pas, ça discute. Hein. Priorité à la création d'œuvres françaises. 365 millions d'euros lui sont consacrés. Sur France 2, on verra Guerre et paix. Une série d'adaptations de nouvelles de Maupassant. Chacun ses goûts. Ou encore une fiction qui met en scène une présidente de la République. Madame la Présidente. La priorité pour France 2, c'est de continuer à être cette grande chaîne généraliste de l'innovation, grande chaîne généraliste de la fiction, de l'événement, du débat, et surtout pour cette période qui s'ouvre avec l'élection présidentielle et les élections qui suivront. L'info donc sera présente plus que jamais, tous les jours, avec vos journaux, dans un nouveau décor pour le 20h. Les magazines habituels de la rédaction au plus près de l'actualité, sans oublier les débats avec mots croisés et à vous de juger.
On en vient maintenant à la rentrée des spectacles avec un retour au théâtre, celui de Jean Reno, 17 ans après sa dernière apparition sur les planches. La pièce s'appelle Les Grandes Occasions. Jean Reno est avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, un compte-rendu d'Isabelle Béchler et d'Éric Mézy qui ont assisté aux répétitions. Vous me dites quand vous êtes prêts. Hein. Le jour de leurs 15 ans de mariage, Émilie et Antoine décident de se séparer, pour le meilleur et pour le pire. Émilie, notre couple est foutu, mais pas nous. Nous allons continuer. Nous avons tellement de choses en commun, tout un passé. Je ne veux pas perdre ça. Bonne chance. Mais c'est possible. On peut rester amis. Comme si le divorce était un nouveau départ, la pièce traverse les 15 ans qui suivent la séparation, à la faveur des grandes occasions de la vie. Pourquoi Reno? Pourquoi Sélarié? Parce que ce sont des acteurs sensuels. Et quand je dis sensuel, c'est le théâtre que j'aime, il y a le mot sens aussi. Je t'aime, Émilie. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est qui cette putain de Julie, bordel? Ok. On pleure pas tout le temps, hein, mais bon. Non, on va voir après, je pense. C'est la vie. Ça va. Elle est meurtrie, lui, éternel adolescent, se remarie. Les enfants peuvent rester quelques jours de plus si tu veux qu'ils assistent à votre mariage. Je passerai Noël sans eux. Tu es sûr? Oui. Merci de m'avoir appelé, Antoine. Je te dis un gros merde. Merde pour tout. Oui. À bientôt. Oui. J'adore l'amour, moi aussi, donc je suis très heureuse dans cette pièce parce que c'est quelque chose qu'on doit reconstituer, refaire vivre. Mais ils se parlent beaucoup et je pense qu'ils se disent des choses que beaucoup de couples peut-être se disent pas forcément. Je suis sûr de ça. Les Grandes Occasions, créées à Broadway il y a 25 ans, ont passionné les Londoniens pendant des mois. Voilà que les Français vont pouvoir s'y reconnaître. Voilà, et d'abord un mot, Jean Reno, si on vous voit en smoking, c'est pas parce que vous vous apprêtez à recevoir un prix, ce sera un peu tôt, mais parce que c'est la couturière, hein, ce soir, oui, voilà, l'ultime dans quelques instants, puis on voyait sur scène que vous étiez en smoking, c'est dans quelques minutes. Juste une question d'abord, vous enchaînez les gros succès au cinéma, pourquoi revenir au théâtre? J'avais envie de cette intimité, de cette école-là, et de cette difficulté, de cette dureté d'apprentissage, de ce travail de fourmi pendant des mois, de construction, et ensuite de voir le public. Vous aimez le travail? J'aime ça, oui. Je crois que j'existe beaucoup à travers le travail. Oui, c'est mon père qui m'a dit ça, oui. Alors, ce sont donc les relations tumultueuses, compliquées, finalement assez chaleureuses, d'un couple divorcé. Avec 3 enfants, c'est très important. Avec 3 enfants. Est-ce que d'après vous, il peut y avoir encore l'amour après l'amour ou l'amitié après l'amour? Les deux. Les deux, parce que vous savez que tout est cas particulier, chacun a sa propre histoire, mais il y a une possibilité pour tout, je pense, et à tous les âges. Et dans cette pièce, on parle de ça, évidemment, puisque c'est un condensé, évidemment, sur un couple de plusieurs couples qui se racontent. Vous savez qu'il y a des tas de gens qui vont se reconnaître dans ces situations, parce qu'aujourd'hui, un mariage sur 2 à Paris, 1 sur 3 en France finit par un divorce. Vous pensez qu'on peut s'identifier à ces personnages? Complètement, parce que, évidemment, c'est du théâtre et l'auteur y a mis beaucoup de mots, mais ils communiquent beaucoup, ils se parlent. Et ça, c'est très important, je crois, que lorsque l'on vit ensemble, de se parler. Et puis c'est d'abord une comédie. Bien sûr, mais on y pleure beaucoup aussi. On pleure beaucoup aussi. Voilà, toute la palette. Si vous êtes là, Jean Reno, c'est aussi parce que vous prêtez votre voix à un documentaire qu'on va voir ce soir sur France 2. Un documentaire sur le 11 septembre. On l'a jamais vu en France. Il a été réalisé par la télévision britannique et vous avez accepté de le commenter. On va en voir un extrait tout de suite. Ce film plonge au cœur de la catastrophe et montre son déroulement à travers le regard des personnes qui l'ont vécu. Il relate, minute par minute, ce qu'il s'est réellement passé à l'intérieur du World Trade Center le jour où les États-Unis ont été attaqués. Oui, ce sera à découvrir à 20h50, ce documentaire réalisé par Richard Dell. C'est un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a des images, bien sûr, de l'époque, et il y a aussi des reconstitutions. En quoi cet événement vous a particulièrement touché, cet événement dont on fêtera les 5 ans lundi? Je crois que dans son côté sauvage, et dans le fait que l'on a attaqué d'abord un peu la démocratie, on a un peu attaqué la liberté. Mais vous vous souvenez de ce jour-là? Je crois que tout le monde se souvient ce qu'il faisait le 11 septembre, exactement. Vous demandez autour de vous, vous verrez que tout le monde se souvient. Oui, la barbarie,
cette barbarie-là, moi je trouve que c'est pas bon pour nous, et c'est pour ça que je suis content de travailler à ce témoignage, parce que c'est un témoignage, et j'espère qu'il va être vu, parce que c'est très 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 poignant. Je voulais aussi dire que je suis sur scène avec Clémentine Sélarié. Je crois qu'on n'a pas parlé d'elle, qui est une très grande actrice. Et vous tenez à lui... Oui, à lui tirer un coup de chapeau, et aussi que on sent qu'il y a une Bernard complicité Murat quand on fait vous la voit mise sur en les scène. images. Hein. Voilà. Jean Reno, j'ai encore un autre registre à aborder avec vous. Mon Dieu. C'est la politique. Hein, vous avez vu l'université d'été de l'UMP, Johnny Hallyday, Doc Gineco. Vous-même, vous êtes affiché souvent avec Nicolas Sarkozy. C'est un ami, oui. C'est un soutien personnel ou un soutien politique? C'est un soutien personnel. Seulement personnel. C'est-à-dire que je suis de tout cœur avec lui, mais je ne crois pas que ma parole politique est très importante. Moi, je suis un saltimbanque, et à côté de ça, je suis l'ami de quelqu'un qui est un politique. Mais ça vous intéresse, la politique? Ça m'intéresse, bien sûr, ça intéresse tout le monde. On serait idiot de dire non, mais de là à avoir un discours politique, non. Je ne crois pas que la parole d'un saltimbanque peut changer quoi que ce soit. On peut donner son avis en tant que citoyen, et d'ailleurs lorsqu'on vote, on le donne, parce que c'est la seule force que l'on a, mais les mots s'envolent, je crois, en politique. Vous n'êtes pas en course pour une investiture, pour devenir député? Non, surtout pas, je ne pense pas. Non, moi je suis comme tout le monde là-dessus. J'ai des sympathies, j'ai des idées, mais de là à devenir un tribun politique, non. Vous préférez le théâtre? Oui. Le tribun de l'âme, voilà, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean Reno, et bonne chance, les grandes occasions. La première, donc, c'est demain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Deux mots de sport. D'abord du tennis avec les internationaux des États-Unis et la sortie d'Aravan Rezaei, la jeune Française, a perdu finalement au 8e de finale face à Elena Demencieva, 7-5, 6-4. À noter également aujourd'hui les qualifications de Justine Hénin-Ardenne et de Jelena Jankovic pour les quarts de finale. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est du football avec un duel de très haut niveau entre le Brésil et l'Argentine. Les deux nations avaient plutôt déçu lors du mondial. Là, il s'agissait d'un match amical disputé à Londres. Le Brésil l'a emporté 3-0. Deux actions collectives avec au final un doublé d'Elano et puis une performance pour Kaka, vous le voyez, qui a remonté seul 60 mètres de terrain avant de marquer 3-0 pour le Brésil. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo plutôt ensoleillée de Laurent Romeshko. Et puis donc cette soirée spéciale 11 septembre avec deux documentaires inédits à partir de 20h50. À demain.